Bienvenue dans Agora, votre émission de débat citoyenne et participative. Nous sommes à Ajaccio. Au programme, le vent mauvais qui souffle sur la pêche artisanale. Entre flottilles vieillissantes, pression sur la ressource, difficulté des jeunes à s'installer, ce secteur a-t-il encore un avenir en Corse? Au-delà du constat alarmant, des raisons d'espérer existent. Ce type de pêche ne présente-t-il pas davantage de garanties en matière de protection de l'environnement que son pendant industriel, pêche artisanale? Peut-on éviter le naufrage? C'est maintenant dans Agora. Eh bien, nous nous retrouvons dans un café du quartier du Trottel. Et comme à l'accoutumée, eh bien, je vais distribuer des téléphones portables de façon à ce que vous puissiez filmer nos échanges. Je vous rappelle que ces images sont très importantes puisqu'elles seront utilisées au montage final de l'émission. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien, ça va. Bon, très bien. Alors avant d'entamer ce débat sur l'avenir de la pêche artisanale, je souhaitais vous faire écouter immédiatement une vidéo que nous avons réalisée avec Gérard Romiti. Vous le connaissez tous, c'est le président du comité national et du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, avec qui j'ai eu l'occasion de m'entretenir. La pêche corse est une pêche artisanale, voire familiale. Elle a pris son virage écologique il y a 10 ans. Aujourd'hui, la pêche corse peut être même un exemple pour les autres îles de Méditerranée. Donc c'est une pêche artisanale, il n'y a pas de pêche industrielle en Corse. Nous pourrions être des exemples. Alors Xavier Doradio, vous, le premier prud'homme d'Ajaccio, question toute bête, êtes-vous un pêcheur heureux? Oui, très heureux. Pourquoi? Quand on fait un métier, il faut qu'on aime. C'est à partir de là, quand on part en mer, on est heureux. Alors Philippe Botti, de votre côté, vous êtes le premier prud'homme de Bonifacio, pêcheur bien entendu. On nous parle là d'une pêche possiblement exemplaire à l'échelle de la Méditerranée. Vous vous y retrouvez? Oui, c'est sûr qu'on est plus qu'exemplaire. On a montré l'exemple pour la gestion de la pêche depuis plusieurs années déjà. Jean-Michel Coulioli, vous qui êtes le chef du service espace protégé à l'Office de l'environnement de la Corse et responsable de la réserve des Bouches de Bonifacio, vous travaillez au plus près des pêcheurs, forcément, c'est au cœur de votre activité, mais j'aimerais savoir quelle évolution avez-vous constatée au niveau de la profession ces dernières années? Parce que, malgré ce que nous disent ces deux messieurs, on a quand même l'impression que les difficultés s'accumulent. Alors, dans les espaces protégés, notamment dans la réserve de Bonifacio, on a toujours eu cette culture de la conservation, mais d'un attachement très fort au développement durable et d'un travail particulièrement intéressant avec la prud'homie de Bonifacio, puisque depuis les années 90, en 92, on a commencé à connaître les forts et les productions de pêche et à les étudier. Donc, on a des éléments d'information qui sont très intéressants parce qu'ils sont acquis avec l'ensemble des pêcheurs de la prud'homie. Et alors l'évolution de la profession? Et l'évolution de la profession... Un observateur forcément averti. Alors on est des observateurs d'une situation qui est relativement stable du point de vue des productions en Bonifacio sur certaines espèces quand on apprend à les gérer. C'est-à-dire que quand on limite certaines formes de pêche, quand on gère cette pêche avec les pêcheurs artisans... En matière de stabilité, quand même, au niveau des effectifs, je disais qu'on a quand même perdu 25 unités en 2 ans. Enfin, Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. La tendance est accélérée, oui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est dû le métier n'attire plus les jeunes, quoi. Ça Il n'y a pas de vient du relais. désintérêt, alors, Voilà, finalement, notamment des jeunes. Oui, il n'y a pas de relais qui suit. C'est rare les jeunes qui s'installent, en fait. Et le peu de jeunes qui s'installent, on ne leur donne pas les moyens de s'en sortir. Xavier Dorade, Alors, non seulement on a perdu beaucoup de patrons pêcheurs, oui. mais ce qu'il y avait avant, c'est qu'il y avait beaucoup de marins. Sur les bateaux, on était 2, 3, voire 4 sur des bateaux de 9-10 mètres. Alors que maintenant, c'est des patrons embarqués, on est tout seul. En plus, Vous êtes seul à bord? On est seul à bord et c'est le 90%, Maximum un marin. 90% de la flottille, c'est ça, c'est un patron embarqué tout seul. Alors moi, je trouve qu'il y a de quoi quand même être étonné par l'état de la flottille. Et là, c'est peut-être les deux premiers prud'hommes qui pourront me répondre. Elle est, on l'a dit, très artisanale, des bateaux de petit format, anciens pour la plupart, moyenne d'âge plus de 30 ans environ, et puis finalement pas très adaptés à la diversification des activités de pêche. Non, surtout que le métier évolue. Donc ça, c'est des barques qui devraient faire partie du patrimoine maintenant. Et on devrait donner les moyens de... Alors voilà, que se passe-t-il? Pourquoi on n'arrive pas à renouveler cette flotte davantage? Parce que c'est magnifique en termes de patrimoine, vous avez raison. Bon, déjà, l'Europe, pour les petits métiers que nous sommes, ils ne subventionnent plus. On n'a plus d'aide au renouvellement de la flotte. Il y a des fonds européens qui existent mais pas quand pour même. Ça, pas pour le renouvellement de la flotte. Ouais.
Des Vous avez fois, droit c'est des non-sens, justement, et le renouvellement n'existe pas. Maintenant, il n'y a pas de moteur. Ils ne renouvellent plus les moteurs parce qu'il faut remotoriser certains bateaux qui ont des moteurs qui ont 15, 20 ans, hein, voire même plus. Il y en a qui ont même l'âge du bateau. Il y a des moteurs qui ont l'âge du bateau. Il faut renouveler un peu tout. Mais il y a quand même quelques chalutiers qui existent encore. Je pense que... Bloqués aux années 1950. Je pense que tout à l'heure, quand je parlais de stabilité, je parle de stabilité sur certaines ressources, mais avec forcément des dangers, y compris sur cette ressource, des dangers liés à la pollution, des dangers liés au changement climatique. Et puis, forcément, c'est pas parce que vous protégez une ressource, même si vous la protégez très bien, il faut aussi pouvoir donner les possibilités d'accès à cette ressource. Et effectivement, on peut protéger ce qu'on veut, mais il faut qu'il y ait des pêcheurs pour pêcher. Qu'est-ce qui nous différencie d'autres régions, notamment sur le continent? Pourquoi nous, on est toujours bloqués avec ces petites barques des années 50? Les problèmes que vous évoquez, en Méditerranée, d'autres pêcheurs ont les mêmes difficultés. En Méditerranée, on a tous les mêmes difficultés hein, sur le bassin méditerranéen. On a les mêmes difficultés que nos homologues du continent. Et je crois que la pêche artisanale n'est pas suffisamment reconnue. Voilà. La pêche industrielle dans le monde, elle représente la moitié des productions qui sont des productions mondiales. Seulement, elle fait vivre 1,5 million de personnes quand il y a 12 millions de personnes qui vivent de la pêche dans le monde. Et quelque part, le régime des aides n'est absolument pas orienté sur la pêche artisanale. Donc il y a aujourd'hui une reconnaissance grâce au travail, à la volonté, mais surtout aux exemples qui ont été montrés, y compris et surtout en Corse, en Méditerranée. Je crois qu'il faut vraiment être très clair là-dessus. Il faut impérativement reconnaître cette spécificité de la pêche artisanale, lui donner vraiment le caractère qu'elle a, c'est-à-dire la durabilité dans l'environnement. Parce que quelque part... on aura l'occasion d'y revenir, effectivement. Elle a forcément... Alors, quand même, je voulais juste que vous me fassiez un point, Xavier Dorazio et Philippe Bott, notamment sur l'état de la ressource. Parce que j'ai du mal à me faire un avis vraiment sur la question. D'un côté, on a l'impression qu'elle est en déclin par certains côtés. Pourtant... nos eaux sont poissonneuses, non? Non, moi je ne m'inquiète pas pour l'état de la ressource. Alors pourquoi vous avez tant de mal à nous ramener du poisson? Avant l'émission, je vous ai demandé si ce matin la pêche avait été bonne et je crois que ça avait été compliqué. La ressource se protège de plusieurs façons. Vous avez les mauvais temps qui empêchent les pêcheurs de sortir souvent. Des fois, c'est 360 jours, on ne sort que 150, voire 200 jours. Bon, le mauvais temps, c'est pas nouveau. Voilà, donc ça protège les espèces. Ouais. Après, on a pris des initiatives aussi en Corse que des ports sur le continent n'ont pas pris. Alors, on s'est protégé de la langouste. C'est-à-dire qu'on pêche 6 mois la langouste, alors qu'il y a des ports sur le continent et en Méditerranée qui pêchent toute l'année. Ça, c'est les prud'homies de Corse qui ont créé ça. On a fermé la pêche aux oursins. Oui, complètement. On ne pêche 4 mois, alors qu'avant, on en pêchait 7 mois. Ça fait partie de la protection de la ressource encore. Et on a fait plein de trucs comme ça qui font que c'est assez protégé, selon moi. Alors justement, là, c'est peut-être l'occasion de nous parler du rôle que les réserves peuvent jouer par rapport à la ressource. Est-ce que ça permet justement à cette ressource aussi de se reconstituer? Alors, il y a plusieurs types de structures de réserves. Vous avez des réserves naturelles qui sont faites pour des objectifs de conservation, des cantonnements de pêche qui ne sont pas reconnus par les lois françaises. Les cantonnements de pêche des pêcheurs sont des réserves intégrales. Et dans ces réserves intégrales, ça permet aux poissons de se reproduire, aux poissons, aux crustacés. Alors les pêcheurs peuvent quand même justement pêcher à proximité. Pêcher à proximité. Ouais. Et puis surtout, il faut considérer ces espaces comme des banques qui produisent pour l'extérieur et qui permettent de... Vous savez, un poisson qui se reproduit, ce sont des millions de larves qui sont émis dans le courant et qui vont aller après ensemencer l'ensemble des zones, avec une diversité génétique, avec l'ensemble des systèmes qui permettent d'avoir une durabilité sur du long terme. Ce qui est important et intéressant, c'est que, quelque part, la Corse n'est pas seule en Méditerranée. Quand une espèce vit 7 mois dans un espace pélagique avec des courants, forcément, il y a un lien. Et il faut que cette gestion exemplaire, il faut qu'elle essaie. Mais il faut qu'à l'échelle de la Méditerranée, notamment en Méditerranée nord-occidentale, nous puissions avoir des alors systèmes... Vous, Philippe Bott, justement, vous en profitez de cet effet réserve, concrètement? On voit un peu les résultats, mais bon... Il faut savoir que les cantonnements qu'ils ont créés, nos anciens, ils ont plus de 40 ans pour certains. Donc on était bien là, en avance de toutes les réserves qui se créent maintenant. Donc c'est déjà qu'à l'époque, nos anciens avaient déjà le souci de la préservation. Alors vous savez que dans Agora, on aime bien se tourner vers le public, avoir son avis. Et nous avons, alors là pour le coup, un invité, qui est un représentant de la société Gloria Maris. Bonjour monsieur, vous allez
vous présentez. Alors, Gloria Maris, c'est de l'aquaculture. Moi, j'aimerais bien savoir comment l'aquaculture se positionne par rapport à ces problématiques de pêche artisanale. Présentez-vous, monsieur. Bonjour, oui. Donc Jean-Philippe Capriol, je suis responsable qualité donc chez Gloria Maris. Alors, comment se positionne l'aquaculture? L'aquaculture en Corse, elle date des années 70. Donc, elle a un petit historique. On s'aperçoit que c'est plutôt une activité qui est venue plutôt, je dirais, en complément plutôt qu'en contrainte, je dirais, par rapport à la pêche. Quelles sont les perspectives de développement dans votre Alors, les domaine? perspectives de développement, elles sont vastes. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en passe d'arriver à être 9 milliards sur la Terre. Donc l'aquaculture, c'est ce qu'on appelle le développement bleu. Elle va forcément se développer, avec ou sans les Français. Ça, il va falloir que les pouvoirs publics aussi... C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir avoir les moyens de développer des aquacultures. Voilà. Ce n'est pas chose simple, c'est vraiment une somme de savoir-faire et il faut pouvoir, je dirais, développer ces savoir-faire et surtout, je dirais, à l'échelle de l'élevage, ce qui s'est passé à terre pendant des siècles, tout est à faire. Aujourd'hui, on n'a que quelques dizaines d'espèces qui sont, je dirais, plus ou moins maîtrisées. Quand on connaît le nombre d'espèces, et encore on ne les connaît pas toutes qu'il y a dans la mer, il y a énormément de travail à faire. Oui. Très bien. Bah, écoutez, c'est très intéressant parce que moi, j'aimerais bien savoir justement comment les pêcheurs aujourd'hui abordent ce développement de l'aquaculture. Monsieur nous a présenté les choses assez clairement en disant nous ne sommes pas forcément un concurrent. Vous voyez effectivement les choses de cette manière-là? De toute façon, on sait pertinemment que le Gloria Maris exporte 80% de sa production à l'extérieur, donc c'est pas un manque à gagner pour nous, surtout pas. Mais est-ce que le développement global de l'aquaculture, ça peut être une menace pour votre profession, de cette pêche traditionnelle et artisanale? Ouais, si c'est un développement excessif, je pense. Et à long terme, oui. Maintenant, si ça reste raisonnable comme c'est maintenant, qu'ils exportent plus que... Je pense que ça va aller. Alors moi, je voulais vous interpeller sur un autre domaine quand même que je trouve assez troublant. Parce que pour un observateur extérieur à la profession, bon, vous avez ces organisations traditionnelles qui remontent à Mathusalem en prud'homie, l'existence de ce comité régional des pêches. Mais moi, je trouve que les pêcheurs donnent quand même la sensation de travailler de manière très solitaire. Ça va dans le sens que vous disiez un patron pêcheur, un bateau. Alors que les difficultés s'accumulent. L'idée de se regrouper, moi, je ne sais pas, par exemple, sous la forme de coopératives ou de groupements de producteurs, ce ne serait pas une piste intéressante pour vous? Mais on voit des choses exister comme ça dans le domaine de l'agriculture. On est en train de travailler dessus. Bon, c'est pas évident pour monter les structures. Vous êtes des solitaires dans l'âme. Non. Oui, quand même un peu, oui. Vous travaillez dessus, c'est-à-dire solitaires dans le travail, mais oui. pas dans l'intérêt général. Voilà, dans l'intérêt général. On travaille tous ensemble, on se donne des coups de main. Alors sur quoi vous travaillez concrètement, comme vous me dites, on travaille dessus? Là, on essaye de voir si on peut créer justement pour se regrouper, des coopératives, genre de coopératives. Justement pour la vente, parce qu'il faut savoir que l'hiver, on a beaucoup de mal à vendre dans certaines régions, je pense. C'est l'une des difficultés, vous êtes dans l'hyper-saisonnalité. Voilà. Chaque prud'homie a ses problèmes, en fait. Jean-Michel Couliol, vous, en tant qu'observateur, encore une fois, est-ce que l'idée ne serait pas aussi de développer... moi, je ne sais pas, il y a cet exemple, notamment, je crois, sur Bastia, du côté de Bastia, d'un pêcheur un jeune qui veut développer une conserverie. Voilà, c'est des éléments quand même intéressants en termes de pistes. Plus qu'en tant qu'observateur, en tant qu'acteur, puisqu'on travaille avec la prud'homie et l'ensemble des pêcheurs, aujourd'hui, encore une fois, développer une ressource, revenir à certaines ressources qui sont quand même existantes et potentiellement très intéressantes parce qu'inexploitées, ça nécessite de développer, comme disait Xavier, des filières entières. Alors on va rebondir sur cette notion de développement qu'on abordait. Et forcément, quand on parle de développement, il est question aussi d'argent. Alors il existe bien sûr des fonds européens et là je crois qu'ils jouent quand même une partie importante puisqu'il y a ce fameux FEAMP, Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, programme qui est porté sur la période 2014-2020, 5,4 millions d'euros d'enveloppe. Alors on voit qu'on va bientôt devoir très rapidement renégocier. Est-ce qu'aujourd'hui, la profession, elle est en ordre de marche pour véritablement pouvoir bénéficier, vous avez des besoins importants, on l'a compris, pour bénéficier d'une manne qui est celle-ci? Déjà, il faudrait revoir les dossiers qu'il faut monter.
parce qu'ils nous demandent de monter des dossiers il faut être énarque. Voilà, un pêcheur, il est fait pour pêcher. Ah oui, et les agriculteurs, ils ont les mêmes problèmes, les mêmes dossiers Peut-être compliqués. qu'ils n'ont pas les mêmes dossiers que nous. Ils ont peut-être une structure qui les aide. Nous, Voilà. Nous, ce qu'on a dit Le avec comité eux- régional, vous n'êtes pas du tout. Non, mais il y a 2 employés au comité régional qui ont notre chat fouetté. Mais par contre, vous avez là où on travaille avec l'office de l'environnement. Pardonnez-moi, mais vous avez un problème d'ingénierie quand même. Vous dites qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Moi, je ne sais pas, il faut quand même des gens pour vous aider. Il y a des localement. communes qui montent des dossiers qui ont accès au FEAMP justement pour les ports, Oui. pour la pêche. Ils ont droit à ce fonds. Même les communes n'arrivent pas à finaliser les dossiers. Donc vous pensez bien qu'un pêcheur n'y arrivera pas. La commune, elle a l'ingénierie qu'il faut pour monter un dossier quand même. Et bien, même eux, ils sont retoqués les dossiers. Donc on a un petit souci de formalité, je pense, qu'il faut régler au plus vite. Parce que... Jean-Michel Couliol, il y en a quand même Je reviens à cette notion d'ingénierie. Je comprends, j'entends parfaitement ce que vous venez de nous expliquer. Mais à un moment donné, est-ce que c'est normal quand même que les pêcheurs soient si isolés face à, et ça je le reconnais, une telle technicité? Écoutez, dans tout un tas d'autres domaines, il y a des spécialistes, aider les gens à monter des dossiers. Enfin, il faut recruter. On est dans une situation où, quelque part, même quand on monte un dossier, et quand on monte des dossiers du FEAMP y compris sur le FEAMP national, sur des dossiers liés à la connaissance. Dans le service espace protégé, on s'occupe essentiellement de ça à l'Office de l'environnement. Il est certain qu'il faut développer de l'ingénierie, il faut à un moment donné être efficace. Je relève quand même que, d'un point de vue politique, l'Assemblée de Corse s'est dotée d'une commission, qu'aujourd'hui, encore une fois, on est à la croisée des chemins et qu'il faudra prendre des décisions. Traiter les dossiers du FEAMP, c'est aussi avoir aussi un soutien, avoir sans doute des notions liées à des fonds d'investissement qui permettent aussi à des jeunes pêcheurs, c'est tout à fait anormal. On a perdu à Bonivage, moi je connais bien la situation de Bonivage, on a perdu des jeunes pêcheurs qui se lancent, mais qui continuent, sont obligés d'acheter un bateau avec très peu d'argent, avec des vieux bateaux en bois qui ne peuvent pas fonctionner, qui ne peuvent pas investir, et on peut pas. Et là, véritablement, il faut lier une volonté, il faut avoir une volonté forte. L'Assemblée de Corse, encore une fois, s'est dotée de cette commission pour vraiment travailler sur ces notions. Et il y a vraiment un cri d'alarme des pêcheurs qu'il faut entendre. Et surtout se dire qu'on est à la croisée des chemins. Très bien. J'ajouterais que dans les espaces protégés, et notamment à Bonivage, on fait le choix de prioriser toutes les actions de gestion liées à la ressource et à la gestion de l'aménagement de l'environnement à direction de la pêche artisanale depuis toujours, et qu'on continuera à le faire. C'est déjà la première chose la plus importante. Vous me parlez d'environnement. Alors, Gérard Romney, justement, on lui a posé un petit peu la question de savoir quelles étaient, selon lui, les pistes de développement pour permettre à la pêche de sortir la tête de l'eau. Et vous allez voir ce qu'il nous dit. Aujourd'hui, il n'y a pas surpêche, il y a la pollution qui empêche le poisson de grossir. Il faut que nous nous inscrivions dans l'économie bleue. Il y a un avenir pour les jeunes. Dans les 20 prochaines années, je crois que nous devons, j'insiste bien sur ce mot, nous faisons partie de l'économie bleue. Nous sommes des socio-professionnels ancrés dans la culture corse. Nous devons transmettre le savoir-faire empirique d'une profession aux générations futures. Et il y a un avenir. Mais il faut nous aider. Nous avons besoin d'être aidés par des techniciens, par des gens qui sont capables de monter des dossiers à Bruxelles. Alors, l'économie bleue, ça, c'est vraiment un terme qu'on entend de façon très régulièrement revenir. Moi, j'aimerais qu'on soit un petit peu concret. Qu'est-ce que serait exactement votre participation à l'économie bleue? Quelle forme ça prend? Après, nous, là, on a essayé de développer le pescatourisme. On peut en parler. Pescatourisme, c'est bien Voilà. que vous en parliez. Oui, moi, je le pratique depuis 3 ans, mais le problème, c'est que... C'est un vrai plus? Non, c'est juste un complément. C'est parce que vous n'arrivez plus à vivre de vous-même. Non, moi, je le pratique de la pêche plus en tant pour que faire tel. découvrir mon métier que pour faire du business. Parce qu'en fait, déjà, les réglementations européennes ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Nos amis sardes, ils ont droit à 10 passagers, quand nous, on a droit à 2 ou 4 maximum. Ouais, les règles ne sont pas Donc harmonisées. déjà, en n'ayant que 4 passagers, on ne peut pas s'en sortir en faisant le pescatourisme. David Dorad, votre regard sur le pescatourisme? Moi, je trouve que c'est bien parce que du moment qu'on embarque une personne ou deux à bord, sans les faire payer trop cher, 50, 100 euros pour les 2 personnes, il a déjà une partie de son gasoil payé. Ça dénature pas la profession? Est-ce que votre vocation, c'est de transporter des touristes? Mais on l'a toujours fait, ça. On l'a toujours fait parce qu'on l'a mené sans prendre de l'argent aux touristes. On les a toujours menés. Maintenant, on n'a même plus le droit. Avant, on avait le droit d'emmener des passagers sur le bateau. On l'a mené à 1 ou 2 personnes.
pour voir le métier, comment ça se passait, puis les gens se régalaient. Maintenant, avec les lois qui sont sorties, vous avez même plus le droit d'amener votre fils ou votre fille sur le bateau. C'est des lois draconiennes qui nous imposent. Alors, quand on parle d'économie bleue, forcément, il y a un rapport direct avec notre environnement général. Je voulais juste vous soumettre ce chiffre qu'on a découvert au détour d'un article de Corse Matin en date du 13 décembre 2018, qui indiquait que l'ONG Expédition Med évaluait les fragments plastiques au nombre de 1 million au kilomètre carré. Alors, je veux bien qu'on soit vertueux localement, mais enfin, on en prend plein la figure. Qu'est-ce que vous observez, vous, concrètement On observe qu'on a toujours plus de plastique, toujours plus de microplastique, qu'on a une lutte énorme, mais qui s'annonce pour essayer de dépolluer cette Méditerranée. Ça sera des décennies. Je crois qu'il faut quand même aussi regarder sur l'évolution du changement climatique. Ce qui se passe aujourd'hui en mer est quand même important pour la pêche aussi. Les espèces que l'on a aujourd'hui ne seront pas les espèces de demain. Il y a une nécessaire adaptation à cette évolution. Et ça, c'est très, très important. Et je pense qu'aussi, ce qui est très important par rapport à l'économie bleue, c'est que le savoir empirique des pêcheurs, ce qui a été appris d'Iba Bonfidolo, est très, très important. Parce que cette connaissance-là est une connaissance qui dépasse largement la connaissance scientifique. Elle n'est pas suffisante. Je veux dire, par là, vous développez quand même un tas de techniques, on développe, mais quelque part, les pêcheurs doivent être des techniciens de la mer aussi, sans qu'ils deviennent... Avant tout, ça doit être des pêcheurs, mais ils doivent avoir ce rôle dans la connaissance globale, d'amener de l'information. Et ça, c'est important parce que... Et encore, cela aussi, c'est quand même intéressant. Avec l'université, on travaille en accord avec les pêcheurs et l'université pour avoir... Mais ces expérimentations, elles peuvent déboucher sur des évolutions très concrètes pour eux, qui peuvent faire évoluer leur profession. Il faut que... Vous pouvez me donner un exemple, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de l'exemple, c'est par concret. exemple ce qui se passe aujourd'hui sur le changement climatique, mais c'est aussi ce qui se passe sur la gestion partagée de la ressource. On parle de gestion de partage de la ressource. Pourquoi? Parce que cette ressource dans le monde, elle n'est pas illimitée. Donc à un moment donné, il y a la pêche industrielle qui prend une grande part. Une part importante des poissons que l'on pêche sont des poissons qui sont aussi prélevés, même en Atlantique. Il est absolument anormal que l'évolution des quotas de thon qui sont attribués à la pêche mondiale ne viennent pas à la pêche artisanale. Pourquoi, à un moment donné, il y a des décisions qui doivent être prises. L'Assemblée de Corse, encore une fois, s'était prononcée pour que l'ensemble du delta et du gap qui va être aujourd'hui accordé à l'ensemble des pêcheurs dans le monde ne le soit pas simplement pour les pêcheurs industriels. La pêche artisanale du thon est intéressante. Philippe, j'imagine que vous êtes parfaitement d'accord. Là, entièrement d'accord. C'est vraiment un non-sens parce qu'on n'a même pas le droit à la pêche Même pas accidentelle. Il faut savoir que accidentelle, on va prendre un thon dans nos filets, on est obligé de le rejeter. Voilà. Si on allait voir un petit peu dans le public ce que, éventuellement, les gens qui nous écoutent pensent de ces questions d'économie bleue. Alors, monsieur, je vois que vous êtes intéressé par la question. Je vous écoute. Je pense qu'on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt éternellement. La profession vit un effondrement de ses pêcheurs, mais ce n'est que le corollaire de l'effondrement des populations de poissons. Et je prends l'exemple encore de données toutes récentes par rapport, par exemple, aux oiseaux marins. 70% des oiseaux marins ont disparu depuis 1950. La pollution, vous l'avez évoqué, mais c'est majeur. Alors, quel est votre regard sur l'avenir? Parce que finalement, on parle de ce que vous me décrivez, on parle d'économie bleue, il y a un décalage. Mais l'économie bleue, la croissance verte, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez à cet arc-en-ciel-là, le constat reste le même. Demain ne ressemblera pas aujourd'hui, et pas en mieux, pas en mieux. On peut imaginer ce qu'on veut, indépendamment de ce qu'on voit aujourd'hui, demain, avec le dérèglement climatique, avec les pollutions. Mourir la pêche artisanale. Mais est-ce que vous pensez que quelque chose va changer? Est-ce que demain, vous pensez qu'il y aura moins de plastique? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des interventions politiques ou quelconques qui pourraient faire que ça va aller en s'améliorant? Non, ça ne va pas aller en s'améliorant. C'est malheureux. Et je me mets à leur place. C'est malheureux, mais je pense qu'on va... Eux en pâtissent aujourd'hui. On en pâtira tous demain. Voilà. C'est un point de vue alors qui mérite effectivement d'être exprimé, parce que je pense que beaucoup de gens s'y retrouvent. Enfin là, il y a vraiment de quoi douter. Hein. Les pêcheurs, scientifiques que vous êtes, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus aller à l'encontre de ce qui vient d'être dit. Hein. Alors nous, on est confrontés tous les jours à cette pollution, dans les filets. Tous les jours, on prend des sacs plastiques, des bouteilles, on les met dans un sac poubelle et on les débarque à terre après.
Donc on le voit, même nous. Ce que monsieur nous annonce, c'est quand même une sacrée torpille dans la coque de la pêche artisanale. Ça Si tant est tombe que... pas tout de même du ciel, ces sacs plastiques, ces bouteilles. Après, il faut se prendre en compte. Ça m'étonnerait que ce soit un pêcheur qui va Non, mais boire d'ailleurs... et qui va jeter. Mais combien il y a de bateaux qui passent dans la Méditerranée, de plaisanciers? Vous en avez peut-être 1 sur 10 qui va garder sa poubelle sur le bateau. Mais le reste, ça jette à la mer. C'est là où il faut faire des contrôles. Le scientifique. Le constat sur les plastiques est affolant. On travaille sur des programmes qui sont extrêmement préoccupants. Moi, je dirais que, par nature, je suis plus optimiste. Et même si le dérèglement climatique fait extrêmement peur, il faut essayer quand même de se projeter, de s'adapter au mieux. Et si on parle de la pêche artisanale, il faut déjà se projeter sur l'évolution. Je crois qu'il faut apprendre à gérer. Il faut essayer quand même d'être positif dans un monde. Et le catastrophisme, bien évidemment, sur les plastiques, on est extrêmement inquiet des répercussions des phtalates sur les plastiques. Vous savez, une bouteille plastique que l'on jette, elle est fabriquée de produits plastiques, elle est fabriquée d'énormément de composants qui se retrouvent dans la nature. Et à un moment donné, c'est dès le départ, c'est à la source qu'il faut se remettre complètement en cause sur un modèle de société. Mais ce modèle de société, il n'est pas lié, notamment par rapport à entre la pêche artisanale et la pêche industrielle. Voilà, il y a quand même un exemple à sauver. Alors en parlant de modèle de société, c'est un point qui a été abordé tout à l'heure, la question de la relève qui peine à se mettre en place. Juste quelques données, l'effectif global est entre 200 300 personnes d'emploi direct, je dirais. Et la moyenne d'âge, elle est assez élevée. On est à 50 ans environ. Comment on fait pour attirer davantage les jeunes? Parce que c'est vrai que quand on entend toutes ces données, je comprends qu'ils soient quand même rebutés. Vous faites le plus beau métier du monde. Vous êtes sur la mer, tout le monde est d'accord. Enfin, concrètement... Il faut qu'il se calme déjà pour lancer un jeune marin. Et nous, quand on a commencé à être pêcheur, on montait sur le bateau, tout gamin. On avait le fascicule. On avait un fascicule, on se mettait en règle, on était un novice, qu'on nous appelait, on avait l'âge de 14-15 ans. Maintenant, pour être patron pêcheur, déjà, un jeune patron pêcheur qui veut s'installer, il faut qu'il monte 5-6 mois à Bastia, passe un examen qui va lui coûter de l'argent entre 5 et 6 000 euros déjà. Il faut avoir les moyens. C'est pas inintéressant qu'il y ait une forme de professionnalisation. Enfin, je dis pas que vous n'étiez pas professionnel il y a 50 ans, mais c'est vraiment de trop pour vous. Ça n'a aucun des diplômes. Je pense pas que la pêche traditionnelle qu'on fait, côtière surtout, qu'il faille autant d'examens. Je pense pas. C'est un peu trop, je pense. On se forme sur non, si c'est pour conduire les vedettes passagers, des trucs comme ça, d'accord, mais pour faire moi, j'ai été appris par des vieux, je préfère que d'aller à l'école. Il n'y a pas quand même quelque chose à faire en termes... Il faut redorer un peu... On prend des jeunes en stage, des fois, du lycée maritime de Bastia. Mais le problème, c'est qu'ils viennent, parce qu'ils ont besoin d'un stage, mais ça ne les intéresse pas du tout, en fait, de la pêche. Après, ils se retrouvent au commerce. Ils préfèrent aller au commerce ou les vedettes à passagers. On voit qu'il y a des jeunes qui essaient de s'installer, mais... Oui, il y a certains jeunes qui s'installent, mais justement, il faut les aider quand ils s'installent. Alors justement, on va terminer sur un dernier point sur lequel j'ai envie de vous entendre, puisque il faut les aider, vous dites. Et puis, moi, j'ai du mal à comprendre que la pêche artisanale ne bénéficie pas d'un soutien, mais alors, tous azimuts, allez, soyons fous, dans cet ensemble où, vous l'avez évoqué lors de cette émission, surpêche, problème de pollution, les problèmes qui découlent de la pêche industrielle. Je veux dire, s'il y a un modèle aujourd'hui qui devrait être soutenu en matière de pêche, c'est bien le modèle artisanal. Vous êtes bien d'accord avec moi? Déjà, prenons quand même une décision qui a été prise à l'échelle de la Méditerranée avec un plan d'action qui a été voté et qui a été approuvé et signé par tous les ministres des pays méditerranéens en septembre dernier, qui dit clairement qu'il faut sauver la pêche artisanale, il faut à un moment donné en faire un modèle. Il y a toute une série de mesures qui sont intéressantes dans lesquelles on rentre parfaitement en course. Ça veut dire que déjà à l'échelle de la Méditerranée, il y a déjà cette volonté qui n'existait pas auparavant. On a fait beaucoup de lobbying, on a beaucoup travaillé et on réussit quand même à montrer cet exemple. Après, il faut véritablement faire en sorte que ces bateaux ne soient pas plus vieillissants. Vous savez, dans les pays, il y a 3 pays de Méditerranée qui importent plus, qui exportent. C'est les pays où la flottille date en moyenne des années 90-92. Les flottilles françaises, italiennes et espagnoles, elles datent des années 80-82. Donc on est déjà, vous voyez, dans une différence. Jean-Michel, merci de nous fixer le cap. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro
d'Agora. Et en attendant, je ne saurais jamais trop vous conseiller contre les idées reçues de privilégier toujours le débat.